Alors donc bonjour et déjà merci aux courageux du vendredi matin qui sont venus assister à notre atelier. Je suis Pierre Gilles, donc directeur du développement de Keysreim. Je vais vous faire une petite introduction avant de passer la parole à Pierre Carcelero. Première chose, je voudrais vous signaler que Keysreim insiste et met beaucoup l'accent sur la formation de nos partenaires CGP. Nous organisons régulièrement des formations validantes à Paris et en province, donc sur différents sujets, aussi bien immobiliers ou de gestion patrimoniale et fiscale. Donc je vous invite à vous inscrire pour être informé de ces sessions qui sont susceptibles de vous intéresser. Deuxième, installez-vous, je vous en prie. Deuxième remarque, Keysreim, comme le nom l'indique, nous sommes spécialisés en immobilier et plus précisément en fonds immobiliers professionnels. Donc vous le savez, ce sont des fonds qui ont un seuil d'accès, un seuil de souscription minimal supérieur égal à 100 000 euros. Pardon. Cela signifie que ces fonds s'adressent à des investisseurs sophistiqués. Ces investisseurs s'attendent donc à ce qu'on leur propose des solutions qui soient originales et innovantes, aussi bien en termes de technique immobilière, mais aussi au plan patrimonial et fiscal. Voilà, c'est dans ce contexte que nous, chez Keysreim, mettons beaucoup l'accent sur la R&D et qu'on cherche à se tenir systématiquement à l'état de l'art, aussi bien, encore une fois, en matière d'immobilier, mais aussi patrimonial et fiscal. Et c'est dans ce contexte qu'on est souvent amené à travailler avec CMS Francis Lefebvre, qui, comme vous le savez, est la référence en France sur ces questions-là. C'est ce qui nous a amené à discuter avec eux pour voir quel pourrait être un sujet intéressant pour vous et qui nous a amené à préparer et à planifier cet atelier sur le démembrement. Voilà, donc si vous voulez bien, je vais... Pierre, si vous voulez vous mettre là. Donc, j'ai laissé la parole à Pierre Carcelero qui va vous présenter en 3 quarts d'heure un panorama du démembrement, la situation aujourd'hui, et puis après, si on a le temps à la fin, on pourra avoir une petite séance de questions-réponses avec plaisir. Et bonjour à tous, merci de votre présence. Comme l'a rappelé Pierre, l'idée dans nos discussions, on a un partenariat de longue date, en particulier entre notre équipe et la société Keys au sens large. Dans le cadre de nos discussions, on s'est interrogé sur ce qui pouvait être le plus pertinent pour faire un sujet qui soit à la fois d'actualité, mais qui en touche à votre quotidien et était le plus susceptible de vous intéresser. Le démembrement, je suis convaincu que pour la totalité d'entre vous, c'est un sujet que vous connaissez et que vous pratiquez. C'est un sujet qui est, j'allais dire, presque en permanence intéressant parce que les mécanismes classiques continuent à s'appliquer avec des évolutions souvent légères mais avec des implications qui sont nécessaires à prendre en considération, des actualités jurisprudentielles parce qu'il y a encore un certain nombre d'interrogations techniques et un contexte tout à fait intéressant puisque dans vos métiers en particulier, la réforme, la suppression de l'ISF et l'introduction de l'IFI a soulevé toute une série de questions qui posent à la fois des problématiques novatrices et qui nécessitent d'appliquer des mécanismes et régimes que vous connaissiez et pratiquiez déjà, avec quelques réflexions et ajustements pour tenir compte de l'IFI, dans un contexte où, je pense que vous en êtes tous conscients, rien n'est stabilisé. Je laisse de côté les problématiques politiques de savoir ce qui va se passer dans 5 ans, ça personne ne le sait. Je ne sais pas vous, mais moi j'entends dire la moitié des gens dire on va supprimer l'ISF, l'autre moitié on va... Et je pense que l'un et l'autre sont presque aussi probables donc c'est très difficile de prendre un pronostic, mais en laissant ça de côté, on a malgré tout des difficultés sur un texte jeune, un texte difficilement applicable sur certains de ces aspects, et donc on sait qu'il va y avoir des évolutions. Et dans toutes nos réflexions, les investissements immobiliers n'en sont qu'une partie, mais dans toutes nos réflexions, on essaie d'intégrer le fait que le texte a changé, on ne sait pas encore trop comment il va être interprété par le juge sur certains points, mais on sait aussi qu'il a vocation, sur certaines imperfections techniques, à évoluer potentiellement rapidement. Ce qui contient tout ça dans un bouillon d'actualité relativement intéressant pour un technicien, parfois perturbant quand on doit prendre des choix. Alors on a choisi, donc, comme ça a été indiqué, de retenir l'actualité rappel
de démembrement et plus-value sur valeurs mobilières et droits sociaux. Question classique à chaque fois que, dans un groupe familial notamment, on a une succession, une donation, un projet de vente pour lequel on va utiliser la donation comme un outil d'optimisation ou potentiellement un investissement immédiat en démembrement pour des raisons notamment d'optimisation fiscale. Alors pour simplifier, parce que malheureusement on n'a que 3/4 d'heure alors que c'est un sujet dont on pourrait parler très longtemps à partir du moment où on est sur des questions qui intéressent les uns ou les autres, on a choisi de se cantonner à une situation que vous connaissez tous, qui peut avoir différentes origines, mais qui est celle dans laquelle un contribuable plein propriétaire de titres a à un moment donné transmis la nue propriété, généralement à ses enfants, mais bien sûr ce n'est pas obligatoire, et s'interroge sur la question de savoir si titres, dans quelles conditions ils seront taxés, qui va payer l'impôt, comment va-t-on déterminer l'assiette, sachant que, comme vous le savez tous, on va refaire un petit panorama, les modalités sont différentes selon que le prix de cession est partagé, qu'il est réinvesti en quasi-usufruit ou qu'on a un remploi du démembrement sur un nouvel actif. Donc, on exclut de ces situations-là tous les titres qui relèvent de régimes de plus-value autres que les plus-values sur titres, notamment les parts de sociétés civiles immobilières non assujetties à l'IS qui ont un régime particulier, y compris pour les problématiques de démembrement, les plus-values professionnelles également lorsque les titres sont inscrits à l'actif d'une entreprise. Et on attirera dans une partie un peu distincte l'attention sur certains sujets de valorisation qui peuvent être tout particulièrement importantes. Lorsque, je l'évoquais tout à l'heure, on choisit de faire un démembrement optimisant dès l'origine avec une société assujettie à l'IS qui va acheter l'usufruit, enfin investir dans l'usufruit, et des personnes physiques ou généralement une société civile de portefeuille ou immobilière qui va acheter la nue propriété. D'une manière générale, vous voyez sur le plan, on a trois parties principales. Il y aura un petit temps laissé à la fin pour les questions que vous pourriez avoir, peut-être plus globales ou plus accessoires, mais ce que je vous propose, si cela vous convient, c'est si par rapport à un sujet précis, au fur et à mesure du déroulé, vous avez des questions sur ce sujet-là, n'hésitez pas à les poser en cours de présentation. Ça évitera peut-être de revenir ensuite sur quelque chose qui est très lié à ce qui a déjà été dit. Donc, on va parler donc de démembrement et des plus-values de cession, des démembrements et des plus-values d'apport qui ne posent pas nécessairement les mêmes questions, notamment parce que quand on fait un apport, on ne le fait pas forcément dans la même perspective qu'une cession qui a vocation à dégager des liquidités. Et comme je vous l'ai dit, un point d'attention sur les contraintes de valorisation, parce qu'on ne le répétera jamais assez dans tous les schémas optimisants sur le démembrement. Je me place en investissement démembré ad initio. La valorisation est primordiale pour la défense du mécanisme. On se concentre parfois un petit peu trop sur les aspects techniques en oubliant qu'une valorisation déséquilibrée, même dans un schéma qui techniquement est parfait, peut conduire à quelque chose qui sera absolument indéfendable. Alors, démembrement et plus-value de cession. Le régime d'imposition, j'enfonce une porte ouverte, est celui du régime de l'article 150.0A que vous connaissez, régime des plus-values sur titre. Aujourd'hui, pour une fois qu'on sait faire de la simplification sur ce plan-là, on ne peut que s'en féliciter. Extrêmement simple, vous réalisez une plus-value sur titre, vous êtes taxé à 30%. On a laissé quelques petits mécanismes pour pouvoir opter pour le barème pour les petits contribuables qui ont un taux d'imposition inférieur à 12,8. Pourquoi 12,8 ? Parce que dans les 30%, vous le savez tous, il y a 17,2% de prélèvements sociaux qui sont dus dans tous les cas, donc ce n'est pas la peine d'essayer d'optimiser cet aspect-là. Par contre, le taux de l'imposition lui-même, donc à 12,8%, un contribuable ou un foyer fiscal qui aurait un taux inférieur pourrait avoir intérêt à opter pour l'imposition au barème. L'autre cas dans lequel l'option au barème peut avoir du sens, c'est les situations dans lesquelles, pour des titres acquis avant l'entrée en vigueur de la réforme, c'est-à-dire avant 2018, il y aurait toujours la possibilité d'appliquer à titre transitoire les abattements pour durée de détention. Et selon le taux d'imposition et le taux de l'abattement, il peut toujours s'avérer intéressant d'opter pour un mécanisme d'imposition autoprogressif, mais avec des abattements très importants qui peuvent, vous le savez, aller jusqu'à 85%. Ceci étant rappelé, deux questions quand on parle d'imposition: qui paye, redevable, et sur quelle assiette. Ça paraît relativement simple, mais dans une situation où on va la plupart du temps faire payer un des deux intéressés sur une assiette qui en réalité juridiquement concerne les deux, il y a toute une série de questions sur la prise en compte des frais ou autres.
Rappel sur les principes de détermination du redevable. Tout est inscrit dans la doctrine de l'administration fiscale, mais il faut savoir que tout cela n'est qu'une application d'une assez ancienne jurisprudence du Conseil d'État des années 70 qui s'appuie sur une analyse juridique, ce qui ne veut pas dire qu'elle ne pourrait pas évoluer, on peut toujours changer un petit peu, faire évoluer l'analyse, mais tout ça pour rappeler que ce n'est pas l'administration qui a choisi arbitrairement de taxer un tel ou un tel. L'idée est assez simple, lorsque la cession intervient avec répartition du prix de vente, la plus-value imposable est déterminée à la fois pour l'usufruitier pour ce qu'il concerne et pour le nu-propriété pour ce qu'il concerne, et chacun va payer l'impôt sur sa propre plus-value. C'est relativement logique, puisque dans cette hypothèse-là, chacun d'eux va disposer à plein d'une partie du prix de vente, et il n'est pas anormal qu'ayant la disposition de cette partie du prix, il puisse assumer avec cette partie les impositions qui y sont correspondantes. La question est bien sûr un petit peu différente parce qu'il n'y a pas de répartition du prix de vente. On aurait pu imaginer une solution consistant à dire, comme c'est l'usufruitier qui jouit des bénéfices, c'est lui qui va payer l'impôt, sauf que juridiquement, on considère qu'un bien démembré appartient au nu-propriétaire, avec une sorte de droit, ce que je dis est un petit peu simplificateur, mais de droit de jouissance pour l'usufruitier, qui n'a pas la maîtrise de la valeur et qui n'est pas le véritable bénéficiaire de la plus-value, puisque finalement, un bien, même si sa valeur évolue, les fruits peuvent évoluer, mais indépendamment de la question de savoir si on le vend ou si on ne le vend pas. Donc l'usufruitier pourrait dire, moi finalement, qu'on vende ou qu'on ne vende pas, mon fruit, il est comparable, sauf évolution du taux de rentabilité entre le premier investissement et le nouveau, et il n'y a pas de raison, je ne suis pas intéressé à la cession et à la plus-value. Donc, dans un cas classique de cession avec remploi du prix de vente sur un nouveau bien démembré, on considère que c'est le nu-propriétaire qui va payer l'impôt sur la totalité. Toujours la même logique, à l'inverse, un démembrement sous forme de quasi-usufruit, où la mainmise sur le patrimoine appartient à l'usufruitier, là on va considérer que c'est l'usufruitier qui doit assumer la charge de l'impôt. Alors, petit rappel simplement, parce que vous avez peut-être en tête les jurisprudences, mais qui sont plus des jurisprudences d'abus de droit pour les donations-cessions. Il y a eu quelques interrogations et des arrêts un peu récents, on a eu plus importants, mais il y en a eu 2 ou 3 sur les 3 dernières années, sur la question de savoir si, quand on faisait une donation avec un démembrement simple, et qu'à partir du moment où on vendait, on transformait le prix de vente en quasi-usufruit, est-ce que le fait de ne pas avoir prévu le quasi-usufruit à l'origine pouvait ou pas poser problème? Et donc, simplement pour rappel, on appréciait que le Conseil d'État reconnaissait sous cet angle-là à la fois les effets du quasi-usufruit qui avait été prévu dans la donation, c'est-à-dire, moi, plein propriétaire, je donne la nu-propriété et je prévois qu'en cas de vente, j'aurai un droit de quasi-usufruit sur le prix de vente, ou bien au plus tard, au moment de la vente. Donc on a fait une donation, il y a un démembrement classique, on n'a rien prévu de plus, et au moment de vendre, on se dit finalement, on ne veut pas réinvestir, on ne va pas remployer dans un nouveau bien. Qu'est-ce qu'on fait de l'argent? On ne veut pas partager, on va prévoir ensemble, usufruitier et propriétaire, que le report, les droits sur la somme d'argent qui correspond au prix de vente seront gérés sous forme de quasi-usufruit entre les mains de l'usufruitier. Dans ces 2 situations, l'usufruitier va être seul redevable de l'impôt. Oui, monsieur? Si on peut revenir sur le slide précédent. Oui. Quelles sont pour vous les conséquences attachées au fait que, en cas de remploi du prix avec report de démembrement, c'est l'usufruitier qui en réalité se met à payer l'impôt de plus-value alors qu'il relève du propriétaire? Alors je me suis peut-être mal exprimé, mais en cas de remploi avec report du démembrement, c'est le nu-propriétaire qui va payer l'impôt, pas l'usufruitier. Mais on constate que dans certaines familles, effectivement, ils se rendent compte que c'est le nu-propriétaire, Ah, d'accord. c'est l'usufruitier qui va... D'accord, pardon. En fait, il y a 2 règles qui sont totalement autonomes. Il y a la règle fiscale, comme c'est de l'impôt qui est mis en recouvrement par voie de rôle. Il faut bien que le fisc sache à qui l'adresser. Et donc, elle est ce qu'on vient de rappeler. Et puis, il y a, si j'ai bien compris ce que vous évoquez, c'est la question de savoir comment on partage l'impôt entre les différents intéressés. Et on a tout à fait le droit de retenir des règles différentes, pour autant que ça ne déguise pas une donation indirecte. Je dois vous avouer que d'une manière générale, ce qu'on a tendance à préconiser, c'est de dire, lorsqu'on remploie, on paie l'impôt sur la somme globale et on remploie le net. Mais on n'est effectivement pas obligé. On pourrait très bien imaginer, et je pense qu'en cas de désaccord, c'est ce que déciderait le juge, à défaut d'accord des 2 parties, les règles fiscales conduisant à faire payer le propriétaire, on pourrait très bien imaginer que l'usufruitier impose de remployer la totalité de la somme, et donc le nu-propriétaire se retrouverait à devoir financer l'impôt sur de l'argent autre, puisqu'il ne disposerait pas du produit de cession.
c'est pour cela que dans des contextes où on peut anticiper, ou même si on n'anticipe pas par précaution, dans les actes de démembrement, il arrive parfois, notamment les actes de donation, qu'on prévoit dès l'origine que si cession il doit y avoir, et qu'il n'y a pas de quasi-usufruit, l'impôt sera, pour ce qui concerne la relation entre les parties, prélevé sur le prix de vente, et que le sort qui est réservé, que ce soit en remploi, en quasi-usufruit ou autre, ne sera que sur le net. Pour continuer, et sans forcément matérialiser de créances de l'usufruitier à l'égard du propriétaire, enfin, est-ce que si quelque part c'est comme un prêt, que l'usufruitier ou le propriétaire qui fait mention d'un prêt, est-ce qu'il n'y a pas, si ce sont des sommes très importantes, un risque de donation? Il y a clairement un risque de donation indirecte si la façon de prendre en charge l'impôt n'est pas conforme à l'équilibre des relations entre les parties. Parce que dans ce cas, on pourrait imaginer à ce moment-là une convention de prêt entre l'usufruitier et le propriétaire qui, du coup, ressortira. Oui, mais à la limite, je suis tout à fait d'accord, hein, mais finalement, la convention, certes, elle interviendra entre deux parties qui sont par ailleurs usufruitiers et nus propriétaires, mais dans l'exemple que vous évoquez, finalement, le prêt serait totalement déconnecté. C'est-à-dire qu'on serait dans une situation où j'ai vendu, je remploie, et pour des raisons autres, enfin des raisons au sens juridique, l'usufruitier décide d'aider le nu propriétaire à payer son impôt et lui fait un prêt. Mais à la limite, il lui fait un prêt comme s'il lui faisait un prêt pour acheter une voiture ou autre chose. Donc, et évidemment, tout ça n'est qu'un problème de preuve. Donc, dans ces cas-là, vous êtes invité, si les sommes sont significatives, à faire un acte écrit, à l'enregistrer. Et surtout, la contrepartie de l'acte enregistré, c'est de le respecter. Parce que le risque quand on ne fait pas d'acte ou qu'on ne l'enregistre pas, c'est qu'on vous dise que vous ne justifiez pas valablement de ce que vous avez prévu. Mais par contre, vous avez aussi la possibilité que ça ne se voit pas, si vous passez l'expression. À l'inverse, si vous faites un acte enregistré et que vous ne le respectez pas, là, vous avez beaucoup de mal à vous défendre. Oui. Sur le quasi-usufruit maintenant, donc la convention qui est concomitante à la cession, elle peut passer par pour avoir une valeur certaine, il y aura un acte notarié? Non, enfin, ça peut bien sûr valoir, mais en général, on fait un acte enregistré. Alors, sur l'assiette de l'imposition, en cas de répartition du prix de vente, vous vous rappelez que donc chacun, l'usufruitier d'un côté et le nu propriétaire de l'autre, va déterminer sa plus-value pour la déclarer. La répartition du produit de cession, c'est presque le plus simple, mais c'est là où on a le plus de latitude. En réalité, le barème fiscal n'est pas obligatoire. D'abord parce que c'est un barème fiscal qui ne s'impose pas entre les parties pour ce qui concerne les valeurs et les aspects juridiques. Ensuite, parce que de toute façon, le champ d'application du barème fiscal est limité aux droits d'enregistrement. Donc dans une situation concernant une cession à titre onéreux pour lesquelles on se pose la question de savoir on va partager combien prend l'usufruitier, combien prend le propriétaire, il n'y a aucune raison de l'appliquer. Maintenant, dans beaucoup de situations, l'administration admet qu'on y fasse référence, ce qui est un petit peu logique parce que c'est difficile pour l'État de vous imposer, notamment pour les droits de donation ou de succession, un barème et puis de vous dire après, en fait, il n'y a aucune réalité, donc ne l'appliquez pas et je vous impose une valorisation par expertise. Bon. Il n'empêche qu'il y a des situations dans lesquelles on est conscient que ça ne correspond pas à la réalité et en tout état de cause, si on s'en écarte, il faut bien entendu que les modalités de partage, là aussi, ne déguisent pas une donation indirecte. Donc il n'y a pas de règle absolue. Dans beaucoup de cas, on sait qu'on ne sera pas embêté si on applique le barème fiscal. Dans d'autres, ça va être un peu plus compliqué. Sachant que, bien entendu, si on applique le barème fiscal, pour moi, il me semble qu'il y a une logique à ce qu'on applique le même pourcentage pour ce qui concerne le prix d'acquisition. Sachant que le prix d'acquisition, la question ne va pas se poser pour les deux en général. Pourquoi ? Parce que le nu propriétaire, la plupart du temps, il a acquis la nue propriété soit à titre onéreux, mais ce n'est pas le cas qu'on évoque, soit le plus souvent à titre gratuit par donation ou succession. Et là, vous avez un prix de revient qui est imposé par la loi, c'est qu'on vous dit que vous devez retenir l'assiette des droits de donation. Donc lui, il ne va pas s'interroger là-dessus. Par contre, l'usufruitier, lui, il a souvent acheté ou souscrit la pleine propriété à une époque. Certes, il a donné la nue propriété, mais en donnant la nue propriété, on n'a pas de règle fiscale qui nous conduise à dire on va calculer le prix de revient de l'usufruit par une sorte de différence. Pourquoi ? Parce que la valeur de la nue propriété, elle est appréciée par rapport à des paramètres qui dépendent de l'âge de l'usufruitier au jour du démembrement et qui sont totalement déconnectés de ce que pouvait valoir l'usufruit lors de l'acquisition. Donc on essaie, évidemment, dans la majorité des cas, de retenir des solutions en minimum cohérentes, mais là se pose la question de savoir quelle est la fraction donc, de ce prix de revient d'origine en pleine propriété que j'affecte à mon usufruit. Là, on est protégé si on souhaite retenir cette solution. L'administration prévoit explicitement qu'on peut se référer au barème. Donc si vous le faites,
Je ne pense pas qu'on puisse vous reprocher d'avoir déguisé quelque chose. En revanche, si vous choisissez ce que vous pouvez faire une méthode économique, à charge de la justifier, ce qui est bien sûr pas toujours évident, parce que comme pour des raisons de cohérence, si on essaie d'être cohérent et que fiscalement la valeur de la nue propriété est imposée non seulement par des barèmes, mais qui impose de tenir compte de l'âge au jour du démembrement, on ne peut jamais se placer comme on aurait tendance à le faire sur un plan économique ou comptable à l'origine. Et surtout, petit rappel, ne soyez pas frappés par le fait que la somme des prix de revient puisse être inférieure ou supérieure au prix de revient d'origine, y compris corrigé de l'évolution lorsqu'on fait une donation longtemps après. Ce n'est pas choquant en soi. Les mécanismes de détermination des règles de plus-value en matière de revenus des particuliers font que cette logique-là n'existe pas. Il n'y a pas de logique économique. Et pour en preuve, en matière de plus-value immobilière, tout ce que je vous dis là est figé par des règles réglementaires, par un décret, et aboutit à ces mêmes incohérences, si on veut les appeler comme ça. Donc ne soyez surtout pas choqués ou gênés par ce simple décalage. La question de l'assiette en cas dans l'hypothèse où il n'y a pas de répartition du prix de vente. La première composante est relativement simple. On vous dit, vous prenez le prix de revient des titres d'origine, corrigé pour ce qui concerne la nue propriété, puisqu'on est dans une hypothèse où on a donné la nue propriété, de l'augmentation de valeur de la nue propriété au jour où on a fait la donation ou la succession. Donc sur ce terrain-là, normalement, il n'y a pas de difficulté et je ne vous apprends rien. La donation ou la succession a permis de purger l'impôt, donc les 30% plus la CVHR le cas échéant, sur l'augmentation de valeur de la nue propriété. En revanche, pour les frais, c'est un petit peu plus complexe. Pourquoi ? Parce que l'administration, sans surprise, vous dit moi j'estime qu'un contribuable ne peut tenir compte que des frais qu'il a lui-même engagés. En droit commun, ça ne choque pas. Je reprends l'exemple d'une donation. Vous savez qu'un donateur peut choisir de prendre en charge les droits de donation qui sont normalement dus par le donataire. Dans une telle hypothèse, si je donne des titres en pleine propriété, ce n'est pas choquant que le donateur, lorsqu'il les revend, ne puisse pas tenir compte des droits de donation qu'il n'a pas lui-même supportés. On pourrait imaginer l'inverse parce qu'ils ont quand même été payés, mais ce n'est pas choquant en tant que tel. En revanche, dans une situation de démembrement, ça choque davantage parce que certes, j'ai un seul redevable d'impôt, mais pourquoi ? Parce que j'ai une règle fiscale, on l'a rappelé tout à l'heure, qui dit que je vais faire payer l'impôt par l'un ou par l'autre et pas courir après les deux. Mais pour autant, j'ai bien un revenu qui est déterminé sur des composantes qui sont prises en compte d'une part du côté de l'usufruitier, d'autre part du côté du nu propriétaire. Et il serait, me semble-t-il, anormal qu'on aboutisse à une fiscalité différente selon que c'est l'un qui va payer l'impôt ou l'autre. Et c'est d'ailleurs ce qu'a jugé le Conseil d'État l'année dernière, puisque le Conseil d'État est venu là-dessus retenir une solution favorable, mais pas dans le sens anormal, c'est favorable parce que ça me paraît légitime. Il a dit non, on ne va pas regarder qui a payé les frais, on calcule une assiette sur des composantes qui concernent à la fois l'usufruitier et le nu propriétaire, donc on met tout ça ensemble et on tient compte de la totalité, sans regarder s'il y a une distinction entre qui a supporté les frais et qui est in fine redevable de l'impôt. Oui, monsieur ? Avant le retour à la flat tax, il y a un système d'abattement pour durée de détention. Oui. Et donc en cas de démembrement de propriété et de renflouement de démembrement, le nu propriétaire perdait l'abattement pour durée de détention sur l'usufruit. Oui. Est-ce que ça me paraît contestable ? Je croyais que vous alliez dire sur la nue propriété. Non, sur l'usufruit, pour moi, c'est contestable. Alors, on verra bien ce que jugera le Conseil d'État s'il est amené à se prononcer, mais dans la mesure où on considère qu'il y a deux plus-values, notamment dans le cas où on partage. Certes, quand on ne partage pas, on dit que cette plus-value, on la consolide et il y aura un seul payeur de l'impôt. Mais pour moi, il est choquant qu'on perde le bénéfice des abattements sur une fraction du prix de revient qui n'est pas réévaluée. Parce que pour moi, la perte des abattements, c'est la contrepartie de l'actualisation de la valeur. Et comme il n'y a pas d'actualisation sur l'usufruit, ça me paraît effectivement tout à fait anormal. Sur des questions tout à fait connexes, donc le Conseil d'État a jugé dans le cas que j'évoquais, donc les droits de donation sur la nue propriété ont été supportés par l'usufruitier. Il a jugé qu'on les prenait bien en compte, indépendamment du fait que c'était le nu propriétaire qui allait payer l'impôt. On peut espérer, mais ça n'a pas été jugé, qu'on ferait la même chose dans l'hypothèse d'un quasi-usufruit, donc où le redevable est l'usufruitier, mais où, même si ça paraît un peu anormal, c'est le nu propriétaire qui aurait financé l'impôt. Petite interrogation complémentaire qui n'a pas été vue non plus, que fait-on si on partage et que l'usufruitier a payé les droits sur la donation de la nue propriété ?
La logique économique voudrait que, enfin, me semble-t-il, que ces raisonnements-là, qui ne sont que fiscaux, ne soient pas des sources d'optimisation ou au contraire de défaveur, puisque finalement, on a un même enrichissement économique. Pourquoi l'impôt serait-il différent? Qu'il soit payé par 2 contribuables ou un seul, dans certains cas, on l'a vu, c'est pas illogique. Par contre, que son montant soit différent selon que je choisis de partager ou autre, ça me paraît choquant. Ce d'autant que, vous le savez, on peut très bien choisir de ne pas partager, et puis de partager plus tard, auquel cas le partage ultérieur n'aura pas d'effet, mais on arrivera à la même situation juridique par rapport au partage, alors que l'impôt aurait été différent. Ça me paraîtrait un peu choquant. Mais donc ces 2 situations-là n'ont pas encore été jugées. Oui. Dans la rue du Conseil d'État, est-ce que c'était pas un cas un peu particulier ou c'était pas une donation avec réserve d'usufruit et prise en charge des frais par l'usufruitier donateur? Il me semble qu'il y avait une transmission concomitante du usufruitier et du propriétaire et que le souhaitiez à un moment à payer les droits relatifs à la propriété, que c'était un petit peu particulier. Alors, je me rappelle plus, comme il y a eu plusieurs arrêts, j'ai plus en tête les faits de chacun exactement, mais effectivement, il y en a un qui concernait ce que vous dites, et c'est très probablement celui-là. Mais pourquoi ça ne me semble pas préjudiciable? Parce que j'ai presque envie de dire, a fortiori, dans la situation que vous évoquez, il est presque moins naturel que l'usufruitier supporte les droits que dans une situation où je suis un propriétaire et je donne la nue propriété. Puisque l'usufruitier, finalement, ça peut être un tiers au nu propriétaire. Alors je présume que dans l'arrêt, c'était le conjoint, mais ça pourrait juridiquement être tout à fait un tiers. Et donc, pour moi, le fait que dans une situation de cette nature, le Conseil d'État ait admis qu'on puisse tenir compte des frais afférents à la nue propriété, mais supportés par l'usufruitier, ça devrait, me semble-t-il, nécessairement conduire à ce que dans une situation classique où je donne la nue propriétaire, je suis pas un propriétaire, mais je prends en charge les droits, on puisse tenir compte des droits de donation correspondants.